D'un ordinateur à un autre, les données numériques parcourent en moyenne 15 000 km à la vitesse de la lumière. En quelques millisecondes, elles traversent un dédale insoupçonné d'infrastructures informatiques à travers la planète. Mais comment voyage l'information? Pour exister, mon moi virtuel n'a-t-il pas besoin d'infrastructures et d'énergie? Et si tout cela avait un impact sur notre planète? Disséminés un peu partout dans le monde, les data centers sont devenus les temples stratégiques de notre économie digitale. Alors, déjà d'un point de vue général, il faut savoir que Facebook, je trouve que c'est un superbe succès. On a réussi à faire la plus grande agence de renseignement privé au monde. Ça, c'est quand même prodigieux. Et où les gens leakent leurs propres données volontairement. Dans le domaine de la téléphonie mobile, quand on se connecte sur Facebook, l'application Facebook récupère à l'insu de l'utilisateur des tas de données qu'elle dissimule sur le téléphone. Alors elle ne les dissimule pas tant que ça parce qu'elles ne sont pas chiffrées, mais elles sont stockées. En gros, l'application Facebook sur Android se comporte comme une véritable éponge. Supprimez votre compte Facebook, il suffit d'aller sur une bannière de connexion, de remettre les anciens identifiants, et comme par magie, votre page réapparaît. Ça veut dire que tout est stocké. Tout est stocké, on ne stocke pas les choses sans but. En réalité, il faut voir Facebook comme la plus gigantesque je veux dire, organisme de renseignement qui ait jamais été fait. C'est la Stasi à la puissance, ce que l'on veut. Les data centers avalent des quantités phénoménales d'électricité. Ces usines d'Internet fonctionnent jour et nuit, sans interruption. À l'intérieur, des dizaines de milliers d'ordinateurs traitent les transactions financières, calculent nos impôts, trient nos photos. Ici se concentrent les plus gros besoins énergétiques d'Internet. Un data center, c'est le centre qui produit des datas. Donc en fait, c'est une usine numérique, une usine qui prend de l'information, qui la transforme et qui rend de l'information. Dès lors qu'on utilise un service comme Facebook, qu'on utilise Google comme moteur de recherche, qu'on utilise un système d'exploitation bien connu, qu'on utilise un iPhone, de toute façon, les données que l'on met dedans, et encore une fois, il n'y a pas que des données personnelles, il y a aussi des données d'entreprise, ces données, il faut considérer qu'elles sont lues à livre ouvert. Ce sont des plans concertés, organisés pour le contrôle des technologies. C'est la démonstration de la toute-puissance de cette firme qui négocie actuellement d'égal à égal avec les États. La fortune du couple Gates leur permet-elle de décider pour la planète entière, sans contrôle démocratique? À la tête de la plus puissante fondation de l'histoire, le milliardaire est aujourd'hui influent comme un chef d'État, capable d'imposer ses choix de développement à des pays et même à des continents entiers, sans aucun contre-pouvoir. Des procès contre la multinationale Microsoft accusée d'imposer ses produits et qui devient rapidement le symbole de la multinationale avide et sans scrupules. Vous dites que le pouvoir économique que vous venez d'évoquer et aussi le pouvoir politique, d'une certaine manière, sont complices de cet envahissement numérique. Évidemment. Et de cette prise de contrôle par le numérique. Évidemment, car il y a aujourd'hui une collusion du pouvoir politique à ce que je nomme le technopouvoir, c'est-à-dire la puissance industrielle, qui a le droit de faire ce qu'elle souhaite, hein, donc c'est dans le cadre du droit. C'est pas toujours dans le cadre du droit, d'ailleurs, la façon dont les pratiques se développent du côté du technopouvoir. Parce que c'est pas dans le cadre du droit, parce que le droit n'existe pas, ou c'est parce que les droits est lacunaire, parce qu'il y a toujours des trous, parce qu'il y a toujours des vides juridiques, et on voit bien comment les grandes compagnies du traitement de données en profitent et puis imposent leurs propres lois. Or, le pouvoir politique n'impose pas des contre-pouvoirs. Ouais. Par exemple, je pense en France, à ce qui est nommé le Conseil national du numérique. Alors, j'allais y venir. Oui. On va y revenir au Conseil national du numérique. Oui. Qui peut protéger les entreprises? Quelles sont les dispositions entreprises par l'État français pour nous protéger entreprises et nous protéger citoyens? Alors, normalement, on a la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Le problème, c'est qu'elle n'a pas... Ses pouvoirs sont limités et sont de plus en plus rognés, notamment par les dispositions de l'Organisation mondiale du commerce, par le lobbying extrêmement intensif des multinationales, qui font qu'il est de plus en plus difficile pour la CNIL et les organismes similaires en Europe de mettre ces grandes compagnies ou pas.
C'est aussi des luttes géopolitiques à incidence économique. Et par exemple, le projet de loi européen actuellement en cours d'élaboration de protection des données personnelles, eh bien, il y a un lobbying américain visant à contrarier ce projet de loi. Et là, ce sont l'État, mais des lobbying, des instances de lobbying. Mais là, c'est pas seulement une affaire de politique orientée sécuritaire, c'est orienté économique. C'est-à-dire, pour la puissance américaine, il est important que les données soient libres, libérées, de façon à ce qu'elles soient capitalisées. On a vu toute la difficulté qu'il y a eu pour contraindre Google à modifier notamment les règles soi-disant de protection de la vie privée. Les Allemands étaient moins inefficaces que les Français. C'est un problème de moyens mais aussi de volonté politique. Chez Google, le produit c'est vous. Donc dès lors que vous soumettez vos données, elles lui appartiennent, il est libre d'en faire ce qu'il veut, de les donner à qui il veut, de les exploiter commercialement. À l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est un rapport totalement asymétrique où un usager de ces plateformes fait face à un pouvoir immense, anonyme, se manifestant par des adresses email no reply et des choses comme ça, et donc est complètement démuni de capacité d'action. Si Google ne fait pas un mauvais usage des informations privées, cela n'empêche pas d'autres personnes d'essayer d'avoir accès à ces informations. Comment pouvez-vous dissiper la crainte que cette entreprise ne soit un autre Big Brother ? Je ne suis simplement pas d'accord. Je n'envisage pas de la sorte. Si vous utilisez d'autres services comme Google Mail ou comme le calendrier Google, ils rassemblent encore plus de renseignements sur les individus. Les gens ont raison de s'inquiéter de la manière dont ces informations seront traitées. Vous êtes implicitement en train de dire aux consommateurs ignorants que je suis, faites-moi confiance. Je sens votre volonté de mettre l'accent sur la question de la confiance. Puis-je suggérer que dans votre domaine d'activité, la production de programmes télévisés, vous dites la même chose aux téléspectateurs, faites-moi confiance. Vous avez toutes les opportunités de manipuler cette interview ou une autre, si tel est votre choix, dans le but de servir votre propre philosophie. Pourtant, je suis convaincu que vous me diriez que ce n'est pas votre intention, que vous tentez seulement de dresser un portrait objectif afin que le téléspectateur puisse décider par lui-même ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Chaque média a le potentiel implicite d'introduire un parti pris. Le monde s'est pris de fascination pour les technologies, elles ont infiltré la totalité des moments de notre existence, mais l'on ne trouve pas judicieux de se questionner sur leur fonctionnement. Pour prendre conscience que la technique est un fait majeur du présent, un fait qui déterminera aussi pour grande partie notre avenir et qui reste outrageusement absent du débat public. Et au lieu de s'en prendre aux vrais responsables, on s'en prend à la technique. On dit c'est la technique qui détruit. Non, c'est pas la technique. C'est notre incapacité à socialiser cette technique correctement. Il ne faut pas s'opposer au développement du numérique. Mais par contre, il ne faut pas se soumettre aux logiques industrielles de Facebook. Parce que ce sont des logiques qui produisent ce que j'appelle des courts-circuits dans l'individuation collective. Déjà, on est libre de ne pas d'utiliser Facebook ou pas. Donc je pense qu'il y a un problème d'éducation. Il y a un problème de rendre les utilisateurs, comment ça s'appelle, conscients des risques. Mais je pense qu'il y a aussi un rôle des politiques d'interdire certaines pratiques et d'obliger à certaines dispositifs de sécurité. Alors, effectivement, je crois qu'il faut revenir à une certaine idée de l'État, à une certaine intégrité et indépendance, à une certaine force de caractère pour que nos hommes politiques soient entourés des bons conseillers. Il est indispensable que les États et les consommateurs aient un rôle à jouer afin que nous ne connaissions jamais une situation dans laquelle une entreprise comme Google puisse exercer un monopole sur l'information disponible sur Internet et dans les bibliothèques. Car le risque est de voir émerger une sorte de ministère de la vérité où, grâce à la technologie, il sera possible de contrôler et d'affiner dans des proportions inenvisageables jusque-là la réalité qui sera présentée aux utilisateurs. C'est-à-dire que comment en démocratie faire en sorte que les phénomènes qui se développent eh bien, puissent faire l'objet de réflexion, de concertation, de délibération, d'opposition aussi. Or, je remarque aujourd'hui que la distance historique, pas toujours ténue, mais qui existait entre le monde politique et le monde économique, aujourd'hui, cette distance... Il a toujours été très proche. Elle a toujours été très proche. Mais aujourd'hui, il y a une soumission. Je pense, nous en parlions tout à l'heure, au Conseil national du numérique, qui est un organe Donc, qui est censé
censé éclairer en fait les élus et le gouvernement. C'est ça, qui est un organe de consultation et de préconisation, consultatif et de préconisation. Or, moi, j'ai pu la liste des publics, des membres, je l'ai consulté récemment. 2 tiers, donc 19 sur 30 membres, sont des responsables de compagnies de l'Internet ou des traitements des données. Je n'ai rien contre cela. Sauf que quand ces mêmes personnes participent, sont adhérents à un organe de préconisation de la République et même suggèrent des lois, Axel Lemaire, c'est le cas de la loi pour le numérique qui va être bientôt votée, là il y a ce qu'on nomme tout simplement un conflit d'intérêts. Vous avez parlé des politiques, des législateurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur leur formation? Sont-ils prêts, sont-ils suffisamment formés pour appréhender correctement les risques que le numérique comporte? Est-ce que vous pensez que ces mêmes législateurs sont trop soumis à des groupes de pression? Est-ce que ces législateurs sont tout à fait intègres? Est-ce que les législateurs vont dans le sens de l'intérêt général? Donc nous avons des hommes politiques qui ne comprennent plus la technologie, si tant est qu'ils ne l'aient jamais compris un jour. Alors c'est pas gênant dans l'absolu, parce qu'on ne peut pas être spécialiste en tout. Ça veut dire que, comme c'est le cas dans certains pays, je pense en particulier à l'Allemagne, qui a su effectivement capitaliser sur sa communauté de hackers, ça veut dire qu'il faut être bien entouré. Il faut avoir des conseillers qui effectivement ont un sens de l'État, et je pense que depuis le général de Gaulle, ce sens s'est beaucoup perdu. On a des lobbyistes, alors je suis désolé, le lobbying est un terme, on va dire, politiquement correct. En Afrique, ça on appelle souvent de la corruption. On pourrait comprendre que la numérisation d'une société ou d'une économie soit dangereuse, en particulier dans un régime totalitaire, mais vous dites même en démocratie, nos libertés sont menacées et la démocratie elle-même est menacée. Absolument, elle est menacée car je pense que nous restons prisonniers d'une représentation de la surveillance, du suivi, de la connaissance des personnes qui opposerait les citoyens et les États. C'est cette représentation qui a été emblématique lors de la loi sur le renseignement au printemps dernier. Beaucoup de gens se sont indignés, se sont opposés à cela. Mais lorsque c'est le régime privé, on n'arrive pas à voir que les logiques sont encore plus massives de connaissance des comportements, de suivi, d'organisation de nos vies. C'est exactement le cas dans le travail par des compagnies privées. Et cela ne fait pas l'objet d'inquiétude de la part des citoyens ou même d'opposition. Or, ce devrait être le cas. Comment, Éric Sadin, on peut contenir la puissance du technopouvoir? Comment on peut simplement entrer en résistance? Parce que c'est presque à ça que vous appelez. Oui. Je pense que déjà, il faut avoir conscience de l'ampleur des phénomènes, ce que j'essaye de faire à ma modeste mesure. Et puis, il est possible aujourd'hui, puisque nous sommes des citoyens consommateurs, de mettre en crise ce modèle industriel et civilisationnel. Je le répète, qui est induit par l'extension des objets connectés. C'est la décennie qui vient à ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il ne faudrait pas simplement ne pas acheter ces objets? Je pense qu'il faut, comme ce qui s'est passé avec les Google Glass, c'est-à-dire Google a reculé pour l'instant, jusqu'à nouvel ordre, il faudrait que les citoyens comprennent, que nous comprenions individuellement et collectivement, que l'infiltration de puces, de capteurs dans toutes les surfaces de nos surfaces domestiques, collectives et dans le cadre du travail, c'est un modèle civilisationnel, un modèle de société qui ne nous convient pas, qui ne correspond pas aux exigences démocratiques fondamentales. On peut le mettre en crise tout simplement en refusant l'acte d'achat. Maintenant, il y a des tétines connectées pour les enfants, des balances connectées, des bikinis connectés, la grande affaire, les bikinis connectés. Tout sera connecté. Tout ce qui va pouvoir, dans les 10 années à venir, être connecté va être. Et c'est aux personnes qui participent de ce mouvement civilisationnel que, pour ma part, je réprouve, à qui on donne la Légion d'honneur. C'est une honte. C'est une honte, car il y a un aveuglement, selon moi, du pouvoir politique, et cet aveuglement ne devrait pas toucher les citoyens. L'heure, à mon sens, est à la responsabilité. Peut-être que c'est un vœu que nous pouvons avoir, en tout cas que j'ai pour 2016, c'est-à-dire en appeler à la responsabilité des citoyens, à se rendre compte que les technologies ne sont pas des gadgets, ce sont des instruments qui, de plus en plus, concourent à gouverner nos existences individuelles et collectives. Google étend son empire, mais les empires sont faits pour disparaître un jour.